Bonjour à tous, merci d'être présents ici à Besançon ainsi qu'en ligne. Je vous présente Raphaël Mess qui est conseiller d'animation sportive à la délégation régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport, RAGES donc Bourgogne-Franche-Comté, et qui va donc intervenir sur les situations de harcèlement et la prévention des violences sexuelles et sexistes dans un cadre général. Et ensuite, moi, je compléterai ces propos par ce qui se met en place au niveau de la Fédération française de tir en termes d'action et vous rappeler les procédures et les conséquences de ces procédures. Ok, bah écoutez, on a une petite heure, donc comme on a un petit peu avancé dans le temps, par faire les présentations, on va voir le harcèlement et puis tout ce qui est violence, mais au sens large. On va pas rentrer trop dans les détails, mais vraiment les grandes lignes pour voir un petit peu comment appréhender ce problème en général quand on parle des fois de ce genre de problème. On n'est jamais concerné, mais on est toujours concerné de près ou de loin. On connaît quelqu'un ou on a connu quelqu'un. Voilà. Avant de parler, moi, des violences sexuelles dans le sport, bon, qu'est-ce que c'est le harcèlement? Donc, ça vient donc du vieux français, harceler. Les herses, hein, on connaît tous dans l'agriculture, c'est comment? C'est tiré par un tracteur et puis ça gratte le sol, plus ou moins profondément. Et c'est des petites attaques. Voilà, c'est vraiment une notion qu'il faut retenir, c'est des petites attaques. Comme on le voit là dans la définition, c'est tourmenter, malmener quelque chose. Donc quand c'est une herse, bah, c'était le sol. Mais quand c'est une personne, bah, je vous laisse imaginer un petit peu ce qui se passe. Alors c'est vrai que quand on dit une petite remarque une fois, bah, ça passe toujours. Mais quand c'est répété, ben, c'est là où ça peut perturber énormément l'état psychologique d'une personne. Voilà. Donc soumettre sans répit à de petites attaques. Le harcèlement, comment on y arrive? Quelles sont les causes? Alors, les causes, qu'elles arrivent après, il y a effet de meute. Souvent, quand les gens harcèlent, ils sont rarement seuls. Ou alors, c'est vraiment des prédateurs. Et là, on verra un petit peu dans le penchant après des violences, des prédateurs. Mais effet de meute, on est toujours plus fort quand on est en groupe. Donc, c'est toujours plus facile. Voilà. Harcèlement subi, puis reproduit. Là, je fais un petit parallèle avec le bizutage. Bizutage, ben, on a subi quelque chose ou que ce soit pas du bizutage. Et pour montrer l'année d'après ben, que on est encore plus fort, et ben, hop, on en rajoute un petit coup. Donc, c'est la surenchère. Donc, on a subi un harcèlement. Et ben, même si ça a été négatif, et ben, pour montrer aux autres, ben, on va faire subir ce harcèlement, ce traumatisme à d'autres personnes. On le reproduit et souvent à un degré supérieur. Discrimination. Pour moi, les causes de harcèlement, c'est de la discrimination. Je vais y revenir souvent. On va y revenir. Il y a vraiment un moment où on passe dessus pour vraiment définir ce qu'est une discrimination. Souvent, on parle à tort et à travers de discrimination et en fait, il faut bien la définir. Il y a des critères bien précis à respecter pour que la discrimination soit avérée et qu'on puisse porter plainte. Donc, hop, on bascule sur la discrimination. Alors, la discrimination, il faut que ce soit dans une situation comparable. Si c'est pas dans une situation comparable, on peut pas parler de discrimination. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a été refusé, qui vient dans votre association de tir, par exemple, qui est voilé, on va pas parler du voile, qui vient, qui est voilé, on refuse cette personne. Et puis, dans l'autre association, elle est acceptée. Euh, Voilà, ben, où elle n'est pas acceptée, mais c'est pas la même situation. Elle pourra pas dire la Fédération française de tir me discrimine, d'accord? Parce que dans une association, elle aura été acceptée, dans l'autre association, elle n'aura pas été acceptée. Si elle veut que la discrimination soit avérée dans l'association où elle n'a pas été acceptée, il faudra que elle prouve qu'il y a une autre personne qui n'était pas voilée qui a été refusée. Dans ce cas-là, on pourra parler de discrimination. D'accord? Autrement, on ne peut pas parler de discrimination. Critères définis par la loi, ben, on connaît tous les critères. Il y a le handicap, personne
religion, par rapport à la religion, par rapport à la grossesse, par rapport à L'orientation sexuelle. l'orientation sexuelle, l'orientation avérée ou fausse de la religion. Il y a et qui a été ajouté récemment. Il y en a 26, hein, donc on va pas tous les nommer. C'est le lanceur d'alerte. Voilà. Récemment, le lanceur d'alerte a été ajouté à la discrimination parce qu'on s'était aperçu que les lanceurs d'alerte étaient souvent derrière en situation de harcèlement et avaient des pressions fortes de la part de la hiérarchie ou d'un pouvoir X. Voilà. Donc voilà, il faut que ça rentre dans un de ces critères. Si c'est pas dans un de ces critères, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Il n'y a pas de discrimination. Voilà. On pourrait dire, eh, ça laisse, parce que par rapport au physique aussi, j'allais dire un chauve qui rentre et puis qui est refusé. Voilà, j'y pense, mais voilà. Après, si on dit que c'est vraiment par rapport au physique, là, c'est un peu tiré par les cheveux. On reste dessus, mais voilà, c'est pas évident. Et dans un domaine prévu par la loi, eh ben, c'est une association sportive, c'est un employeur, par exemple, pour une embauche. Vous voulez embaucher quelqu'un dans votre association parce que vous commencez à vous développer et puis vous voulez embaucher quelqu'un pour structurer un peu votre association. Eh ben, il va falloir, ça sera dans un domaine prévu par la loi. Et là, s'il y a une discrimination qui est avérée par rapport aux compétences, par rapport à certaines choses, pas les compétences, parce que les compétences, c'est ce qui va servir de socle pour embaucher la personne. Mais si c'est du physique ou du handicap ou une personne qui est enceinte, on se dit, oh là là, elle vient, elle est enceinte, on se dit, ben, je vais pas l'embaucher parce que dans 3 mois, elle est plus là. Donc, c'est une discrimination. Voilà. Donc vraiment, la discrimination, il faut vraiment remplir ces 3 critères pour que ce soit une discrimination. Autrement, c'est même pas la peine de parler de discrimination et de porter plainte. Ça ne sera pas entendable. Ceci dit, même quand on remplit les 3 critères, c'est très compliqué de le prouver. Donc, si ça arrive ou si vous connaissez quelqu'un, bah, dites-lui avant de porter plainte de garder des écrits toujours ou que des personnes cautionnent ça, en sachant que les personnes qui cautionnent, tant qu'elles sont pas devant les gens, elles disent oui, oui, on va te défendre, et puis après, on se retourne et puis il n'y a plus personne. Donc, faut faire attention à ça quand même. Voilà pour la discrimination. Alors, je sais pas si j'en parle ou pas. Je vais vous en parler. Si on y revient, ben, tant mieux, on en aura déjà parlé. Pour arriver à une discrimination, euh, il y a un processus qui se fait, physiologique. Déjà, au départ, on catégorise les choses. Catégoriser les choses, c'est le cerveau, ça se fait naturellement. Si on devait le faire, ça fumerait et puis on disjoncterait. Donc, naturellement, quand une information arrive, elle est orientée à gauche ou à droite, chaud, froid, noir, blanc, matin, nuit, etc. Ça, c'est filtré automatiquement, c'est inconscient. D'accord? Derrière, on a le stéréotype ou le préjugé. Stéréotype ou préjugé, c'est vraiment une frontière qui est très mince. Le stéréotype, c'est des idées reçues qu'on a, sauf qu'on n'a pas d'action derrière, on n'a pas de mouvement. C'est-à-dire que on va dire, ben, par rapport à une personne homosexuelle qui vient, et puis ben, elle rentre, ah ben tiens, ils sont 2 garçons ou 2 filles, rentrez, installez-vous. Voilà, j'ai aucune attitude positive ou négative. Le stéréotype, ça peut être positif ou négatif, hein. Euh, voilà, j'ai pas d'attitude. Par contre, le préjugé, là, j'aurai une attitude. Personne vous rentrer, ah ben pas de problème, installez-vous. Mais je croise les bras, j'ai une attitude de repli, d'accord? Ou alors je croise les jambes ou je fais attention à certaines choses. Voilà. Là, j'ai une expression, j'ai une attitude, et ça va indiquer qu'on est dans le préjugé, on a basculé sur le préjugé. Vous voyez, c'est vraiment mince. Et derrière, ça va amener à la discrimination. Voilà, c'était pour vous donner un peu le processus qui amène à la discrimination, au harcèlement, à toutes ces choses-là, ces violences. Pour qu'il y ait du harcèlement, bah, automatiquement, on l'a vu, hein, il y a une connotation de domination. On veut dominer quelqu'un, d'accord? On se sent attaqué, donc comme on se sent attaqué, ben, soit on attaque, soit pour la défense, soit on fuit, soit on attaque.
d'accord? On sent son statut menacé. Par exemple, dans un groupe, vous avez des athlètes, il y a un athlète qui vient d'une autre asso, et puis qui est super fort, il va arriver, ben, les autres, ils vont se sentir un petit peu attaqués. Donc, ce sera à l'entraîneur ou au dirigeant de faire attention à ça, et puis d'expliquer les choses, pourquoi il vient, éventuellement, etc. Si rien n'est fait, il peut se passer vraiment une attitude de domination de la part du groupe qui va sentir sa légitimité un petit peu attaquée, et ils vont se mettre en groupe, on retrouve l'effet de meute, et ils vont harceler cette personne. Voilà. J'allais dire sciatique. Non. Sadisme. Je vois, j'ai pas mes lunettes. Le sadisme, vous connaissez tous ce que c'est, hein, c'est prendre plaisir à faire souffrir les autres. Voilà. Donc le harcèlement, on prend plaisir, souvent ces prédateurs-là prennent plaisir à faire souffrir les gens. Hein. C'est voilà, une maladie. Seuil de tolérance, qui est important par rapport au harcèlement et à toutes ces notions qu'on voit. On a tous un seuil de tolérance qui est différent. C'est-à-dire que on a tous été élevés différemment, on a tous un caractère différent, on est dans un environnement différent, une culture, etc. Tout ça fait que on va supporter plus ou moins certaines situations. Vous avez tous vécu quand vous êtes en salle de tir, il y a un groupe, vous dites pour une initiation, ah ben qui est-ce qui veut commencer à venir tirer en premier? Alors il y en a, on voit les épaules qui se baissent ou qui regardent ailleurs, et d'autres qui se montrent, eh ben là, on peut se dire déjà, il y a un seuil de tolérance qui est complètement différent. Il y en a, ils vont aimer être au devant, et d'autres, ils vont pas aimer. Et il faut respecter ça. Chacun est différent, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et le jugement, c'est ce qui tue souvent. Donc, il n'y a pas de jugement, il est comme ça, ben, c'est son problème. Il veut pas faire, ben, il fera pas, il fera peut-être plus tard, ou faut lui expliquer différemment. Voilà. Donc, le seuil de tolérance, il est vraiment différent et il faut le respecter dans comment, dans son apprentissage et dans les groupes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, expérience personnelle, le caractère de la personne, l'éducation et l'environnement social familial. Voilà. Les violences. Alors, il y a plusieurs types de violences, hein. Violence physique, verbale, psychologique. Ben, psychologique, hein, hop, et puis je vais mettre la troisième. Psychologique, ça. Euh, laquelle, d'après vous, est la plus violente de ces trois violences? Ouais, la psy. Parce que elle se voit pas, les gens gardent en eux. Alors, je dis pas que la physique n'est pas violente, mais elle se voit, donc ça peut permettre à la personne d'en parler plus rapidement. Je dis bien, ça peut éventuellement permettre. Et voilà. Parce qu'après, les gens se cachent. Verbal, alors psychologique, ben, c'est quand les choses vont être répétées. Hein. Verbal, c'est vous avez un gamin qui arrive tout le temps en retard à l'entraînement ou quelqu'un, ah ben t'es encore en retard ou au boulot, ah ben t'es encore en retard ou pour faire un lien avec ce qu'on va voir après, ah ben t'as mis une belle petite jupe aujourd'hui, voilà. Donc voilà, les violences. Donc pour certaines personnes, même une fois, deux fois, trois fois, aucun problème, mais pour d'autres personnes, bing, dès la première fois, ça va être un choc. Les injures, alors, ne se voient pas imputées de faits déterminés et la diffamation, on doit répondre par oui ou non à la question un tel a dit. Voilà, c'est une affirmation à laquelle on peut répondre. Autrement, c'est voilà, c'est du vague et on peut rien dire. Alors les deux, ça peut aller au pénal. Tout ça. Les lois. Ah, les notions. Loi. Alors, quelle est la majorité sexuelle pour vous, d'après vous? 15. 15 ans, ouais, ouais, ouais. Alors, pourquoi 15 ans? Parce que 15 ans, parce qu'on estime que physiologiquement, la personne est apte à faire la différence. Voilà. La majorité est à 18 ans, mais la majorité sexuelle, 15 ans, et la majorité pénale, 13 ans. 13 ans, ouais. Alors, ce qui est important par rapport à la majorité sexuelle, on pourrait se dire, ben, elle avait 16 ans, elle peut pas porter plainte. Ben, si. Si, il y a une notion d'autorité derrière. Donc, un entraîneur fait partie de cette notion
d'autorité. Voilà. Et pénalement, 3 ans, 45 000 euros. Alors, les amendes, pénalement, quand vous entendez, ils risquent 5 ans de prison, 70 000 euros d'amende, etc. C'est toujours le maximum que les gens condamnent, sachant que c'est rarement le max qui est donné. OK? Donc, le pénal, les 3 ans, eh ben, ça va être par rapport à la loi. Et le pécunier, en général, c'est la responsabilité civile, pour réparer les dommages causés à la victime. Et pour vous, au niveau de la loi, c'est disciplinaire, propre à chaque fédération. La personne, si elle est responsable d'un harcèlement et qu'il y a un dépôt de plainte, etc., qui s'est avéré, bah, elle va être condamnée pénalement, elle va être condamnée en responsabilité civile par rapport pour réparer les dégâts causés. Mais la discipline, donc vous, la fédération, vous pouvez également comment sanctionner cette personne. Donc interdire à plus ou moins long terme, ou définitivement ou pas, l'enseignement ou la pratique, etc. Donc dans chaque discipline, il y a des commissions de discipline qui sont maintenant effectives et qui permettent de lutter contre ça. Voilà. Je pense que vous, de par le cadre que demande le tir, on n'a pas trop de problèmes, vous ne devez pas avoir de problème d'incivilité, je dirais, pas trop. Mais problème de harcèlement ou de choses comme ça, il peut y en avoir. Et c'est là-dessus que, bon, coupez-moi, reprenez-moi hein, si je me trompe sur des choses. Il n'y a aucun souci. J'ai essayé d'être assez rapide parce que, voilà. Voilà, voilà. Et puis la Cour de cassation, en dessous, hein, considère que le délit de violence peut, en l'absence de contact physique, être constitué si les actes en cause ont entraîné chez la victime une atteinte effective à son intégrité physique ou psychologique par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Les définitions, elles évoluent. Et souvent, maintenant, voilà, il y a l'aspect émotif ou psychologique qui entre en ligne de compte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au harcèlement? J'ai essayé, voilà, d'imbriquer un petit peu tout ça et pour introduire derrière les violences qu'on va aborder avec la petite pyramide. Je parle ici avec un moniteur. Donc, les jeunes, des femmes plus ou moins jeunes d'ailleurs, donc elles montaient au bureau, voilà, elles se sentaient un petit peu harcelées. Donc, la première chose que je leur ai dit, vous pouvez aller sur Eden, faire un signalement, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Ce moniteur, on lui en a parlé, lui, il voit pas où est le problème dans son comportement. Mais malheureusement, aujourd'hui, il lui arrive d'être encore seul avec des licenciés qui sont en cours de formation. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Parce qu'on peut pas tout le temps le doubler, ou alors ça veut dire qu'on sort complètement des effectifs pour pas prendre de risques. Mais il n'y a pas eu, parce qu'on leur a, donc on a suggéré à ces trois dames, même d'aller porter plainte, hein. Mais elles l'ont pas fait, mais apparemment c'est des choses très, très légères pour certaines, où ça a été, bah oui, on est passé dans le couloir en même temps, mais systématiquement, il se met trop près de moi, c'est compliqué. Bah, c'est ce que je disais par rapport à la discrimination, le harcèlement, toutes ces notions c'est compliqué à prouver et à faire la différence. Je siège dans des commissions départementales qui gèrent par rapport au signal, à la cellule signal sport, des faits qui ont été signalés. Et on se retrouve à juger, à avoir de plus en plus en fait, de conflits de personnes au sein des clubs. Mais cela ne doit pas empêcher, c'est ce que je dis, quand il y a un harcèlement ou quoi que ce soit, l'attitude déjà, c'est vous avez eu raison de m'en parler. Est-ce que vous voulez m'en parler? Si vous voulez pas m'en parler, faut la diriger vers une personne qui sera en capacité de l'écouter pour que elle s'exprime et qu'elle sache si c'est effectivement du harcèlement, ou X chose. Et à partir de là, elle a mis des mots
elle s'est exprimée, elle peut se sentir apte pour aller porter plainte, parce que c'est pas facile de porter plainte, on verra. Pour toutes ces choses-là, il faut du courage. C'est le maître mot, c'est du courage pour en parler. Le bizutage, le harcèlement, les discriminations, les violences de quelque manière que ce soit, une femme qui est battue, euh, il lui faut du courage, d'accord. Il y a l'effet de sidération, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et c'est très compliqué pour les victimes d'en parler. Donc, le fait qu'elles soient accompagnées, ça aide à la parole, ça aide. Donc, c'est pas évident et il faut bien écrire et que les choses soient bien posées. Voilà. Et après, mais on va le voir après, bon, on peut un petit peu en parler. Le cheminement, on va le voir un petit peu après sur la cellule signale sport. Comment ça se passe lorsqu'on veut signaler quelque chose. Alors, j'ai mis en fait vidéo, cette vidéo, cette diapo avec cette personne parce que je trouve qu'elle est très parlante. Les mots sont très violents. Il n'y a pas que le physique, les mots peuvent être très, très, très violents. Voilà. Et pourquoi du patinage artistique? Parce que ça a été déclenché par Sarah Abitbol voilà, dans les années 2020 et c'est du patinage. Voilà. Je vous parlais de sidération, c'est un peu dans le désordre là, mais je vous parlais de sidération. Cette personne avec qui j'ai travaillé là, elle fait de l'escrime, elle faisait du patin à glace. Voilà, elle a été violée pendant des années par son entraîneur. Elle a mis très longtemps à en parler, elle a mis 20 ans à en parler. Ça s'est déclenché comme ça un jour. Et la personne, un jour, c'est là que j'ai appris la sidération. C'est comme les lapins quand ils passent, les animaux quand ils passent sur une route et puis qu'ils sont pris par les flashs de voiture. On se dit, mais pourquoi il bouge pas cet imbécile? Je vais le taper. Mais ping, c'est la peur et protection, le cerveau, il se met en route. Il zappe tout et puis il bouge plus. Voilà, la sidération, c'est ça. Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Et elle me disait qu'elle vivait ça. Et un jour, elle venait de se faire violer par son entraîneur. Et elle s'était rhabillée. Un de ses collègues qui avait oublié quelque chose, un de ses compagnons d'entraînement, il revient, il dit, mais t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ah bah rien. Par contre, il a accepté de témoigner pour elle 20 ans après. Donc c'est quand même très bien. Mais voilà, la sidération, eh ben, le corps se protège, comme les enfants qui ont vécu des drames dans les guerres, ils se protègent, ils occultent tout. Puis un jour, un événement, il y a quelque chose, hop, ça va ressortir. Voilà. Colosse au pied d'argile, vous connaissez ou pas? C'est une association. Bon, ben, le président, celui qui a créé l'association, c'est un rugbyman, a été violé pendant des années et des années par le meilleur ami de la famille. Voilà. Ils étaient trois. Les trois meilleurs potes et les trois se faisaient violer. Voilà. Et lui, ça s'est déclenché. Il a eu, pareil, 15 ou 20 ans après, sa femme qui lui dit, ah ben, on va fêter tes 40 ans, c'est ton anniversaire ou tes 30 ans, je sais plus, 40. On va inviter un tel. Et là, il a dit, bah non. Ben, il lui dit, ben pourquoi? Et c'est là, il a tout lâché. Alors que il continuait à le côtoyer, il disait rien. Et il a tout dit. Et du coup, comme il a parlé, eh ben, ses copains, ils ont parlé aussi, puis ils se sont dit, mais c'est toi aussi? Ben ouais, moi aussi. Donc voilà, ils rendent coupables, les prédateurs rendent coupables les victimes. D'accord? Et c'est toujours un secret, il faut le dire à personne, etc., etc. Et le meilleur prédateur, c'est celui qui est à côté de nous. Voilà. Celui qu'on soupçonne le moins. Bon, je vais avancer. Alors, des chiffres, on va faire des petits chiffres pour s'amuser un peu. Quelle est la part des étudiantes en STAPS qui disent avoir subi une agression sexuelle dans le milieu sportif? 3, 10 ou 29%? 10%. Après, vous verrez, les chiffres ils sont à prendre avec modération parce qu'il y a ceux qui en parlent et ceux qui n'en parlent pas. Donc, il faut les augmenter. Quelle est la part des sportifs de haut niveau norvégiennes, les Françaises n'ont pas voulu parler, qui disent avoir subi des violences sexistes ou sexuelles? 12, 21 ou 33? Le haut niveau, c'est pas top. 33%. Ben oui, le haut niveau, il y a ce phénomène de l'éducateur, de l'entraîneur. Dieu, voilà, on accepte tout de l'entraîneur. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a une promiscuité qui est forte. Donc, voilà.
Combien d'auteurs présumés ont été mis en cause via la cellule ad hoc du ministère des Sports? C'est la cellule Signal Sport. Bah, je vais vous donner des chiffres quand même. 127, 600, 1117. 1117 depuis 2020. Sur ces cas remontés, quelle part des plaignantes étaient mineures au moment des faits? 98. Eh oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que, tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous parlais d'un seuil de tolérance et qu'il n'y avait pas de jugement à avoir. On ne sait pas le vécu des gens. Donc, quand on lance des blagues, des fois, bah, ça fait rire. Alors, on peut la lancer, et puis, bon, si ça rigole dans l'ensemble, voilà. Mais si on voit, on repère bah, qu'il y en a qui rigolent pas trop, faut éviter. Voilà, il y a quelque chose derrière. Sur ces cas remontés, quelle part des plaignants étaient des femmes au moment des faits? Les hommes auront aussi leur part. 78%. C'est dans un autre truc qu'on verra des hommes. Alors, définition, on va voir le viol, l'outrage sexiste, l'exhibitionnisme, le voyeurisme et puis l'agression sexuelle. Qu'est-ce qu'on met tout au-dessus d'après vous? Ouais, en dessous. Agression, en dessous. Exhibitionnisme, voyeurisme, si vous ne vous rappelez pas, et puis outrage tout en bas. On va voir pour chaque la définition avec des petits pourcentages aussi. Outrage sexiste. Donc c'est dans le code du travail hein, également, puisque souvent, voilà, par rapport à l'habit, plein de choses. Propos ou comportement à caractère sexiste ou sexuel qui porte atteinte à la dignité ou crée un environnement dégradant. Imitation d'un geste sexuel, sifflement, habillement, etc. Une fois. C'est une fois et c'est un outrage sexiste. Après, ça passe à autre chose. Est-ce fréquent? Quelle est la part des jeunes femmes qui indiquent avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation du fait d'être une femme? 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. 1 sur 2, ouais. Ce qui est déjà énorme. Hein. Au travail, combien d'hommes ont déjà entendu des remarques sexistes visant leur virilité ou celle d'un homme, d'un autre homme? 11, 38, 64. Allez, 64%, c'est important aussi. Hein. Parmi les 18-30 ans, combien de femmes ont déjà eu des remarques hors de propos ou sur leur physique? 73%. Ouais, on a tendance, oui, on a tendance à vouloir dire 99. Alors, exhibition sexuelle, voyeurisme. Exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. C'est tout ce que c'est l'exhibition sexuelle. Éducateur sportif qui montre son sexe à un jeune sportif après l'entraînement. Alors maintenant, ça se fait plus, mais bon, il y a encore 20 ans, 30 ans, les entraîneurs prenaient leur douche avec les athlètes. Ce que je faisais aussi, hein. J'en fais partie. Hein. J'ai été entraîneur. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, c'est impensable, quoi. Je ne me verrais pas faire ça. Déjà, c'est souvent maintenant des douches individuelles. Code pénal du voyeurisme, user de tout moyen pour apercevoir ou voir les parties intimes d'une personne sans son consentement. Exemple, utiliser un miroir ou un téléphone portable afin d'arriver à ses fins. Il y a quelques années, il y a un DTN d'une discipline, tennis de table, on ne citera pas, qui a été voilà, rattrapé par cette affaire-là. Il filmait sous les cabines de douche dans les vestiaires des des piscines. Voilà, je cherchais le médecin. Harcèlement sexuel. Propos ou comportement à caractère sexuel qui porte atteinte à la dignité ou crée un environnement dégradant. Rappelez-vous, c'est exactement la même définition que l'outrage, sauf que c'est répété. Exemple, toi, tu as l'air d'être une allumeuse, on passe la soirée ensemble et on parle de ta promotion demain. Voilà, après, ça peut être dit sous d'autres formes, mais voilà, c'est malheureusement dans le monde du travail. Cette intervention, elle est bien aussi dans le cadre des formations pour les futurs éducateurs sportifs, pour les prémunir de la réalité des faits et de ce qui peut se passer vraiment dans le monde du travail et dans le monde professionnel ou le monde associatif. Dès qu'on est dans
Dans une communauté, on retrouve les mêmes problématiques. Il y a des enjeux. Harcèlement sexuel, rouge, et autre chose, bleu. Il ou elle lui a mis une main aux fesses par surprise dans les vestiaires. Pour vous, est-ce que c'est un harcèlement sexuel ou autre chose? Ça sera autre chose. On verra après pourquoi. C'est une agression sexuelle. Cette semaine, il ou elle lui a fait des remarques sur la taille de ses seins lors des entraînements. Donc, c'est répété. Harcèlement sexuel. Son entraîneur lui a proposé une seule fois une faveur en échange d'un acte sexuel. Est considéré comme harcèlement sexuel, même si c'est une fois, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Pour soi ou un tiers. Parce qu'il va essayer une fois, il va voir que, oups là, il va vite partir après. Mais il leur a dit une fois, et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ben, suivant la personne, ben, complètement perturbé psychologiquement. Alors, des chiffres. Quelle est la part des femmes victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail? 1 sur 3, excusez-moi. Non, c'est bon, c'est bon. Ou 1 sur 8. 1 sur 3. Et là, quelle est la part qui en parle à quelqu'un? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il va falloir amener un delta de 30% en plus. 70% en parlent et 30% n'en parlent pas. Je pense même que je mettrai un peu plus, mais voilà. Maintenant, la parole se libère. Je pense qu'on est plus, oui, dans ces 70%. Mais il y a quand même encore 30% de personnes qui n'en parlent pas. Ben, pour rappel, hein, c'est, comment elle s'appelle, Demongeot, Isabelle Demongeot, tennis, violée par son entraîneur, qui en parle à Nathalie, oui, qui en parle à sa mère, à ses parents. Ben, sa mère lui dit non, non, tu racontes n'importe quoi. Déjà du courage pour en parler. En plus, elle en parle aux gens en qui elle a le plus confiance, eh ben, qui la renie. Agression sexuelle, acte à caractère sexuel sans pénétration, avec contrainte, menace ou surprise. Surprise, c'est la drogue, les drogues qu'on met dans les GHB, voilà, qu'on met dans les verres, et puis la personne ne se rappelle pas de ce qui est arrivé. Avec contrainte, alors exemple, main aux fesses, Chabit, c'est les jeux des jeunes, bifle, etc. Voilà. Beaucoup d'agressions sexuelles ont lieu dans les bizutages. Alors, quelles sont les zones qui sont considérées comme agressions sexuelles? Il y en a 5. Alors, l'intérieur des cuisses, à préciser. Pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et quand, dans les interventions, il y en a qui sont là, je vois des yeux, mais je dis, bah, déjà, mets toi, personnellement, tes mains le long des cuisses, à l'intérieur, tu vas déjà ressentir une certaine sensation. Mais alors, imagine que ce soit quelqu'un d'autre, même déjà si c'est ton pote ou ta copine, ça va déjà te faire encore une autre sensation. Mais si, en plus, c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas et que tu ne veux pas qu'il te touche, donc 5 zones, bouche, fesses, sexe, sein et entre les cuisses. Est-ce fréquent? 553 000 cas. Ça date un petit peu, il faudra que j'essaie de retrouver. Ça doit avoir 4-5 ans, ça. Le viol, ça, c'est avec pénétration. Faire écrire quelque chose à quelqu'un qui est bizuté avec un stylo dans les fesses ou dans la bouche, voilà. On ne sait pas ce que la personne a subi avant et ça peut faire remonter des choses et c'est considéré comme un viol. Est-ce fréquent? 94. Plus 30, 3 x 9, 27. On arrive à 120 000. Alors, mieux prévenir. Attitude de repli, je regarde. Ok, comme ça on pourra parler du truc. Attitude de repli, signe de régression. Si vous voyez quelqu'un qui a des troubles du sommeil, absence de concentration, retard répété, absentéisme, etc. Voilà. Perte d'intérêt pour la pratique sportive. Quelqu'un qui venait tout le temps et puis, ouais, ça me dit plus rien, machin. Ouais, ça veut pas dire fontaine, hein. Mais il faut avoir un petit peu une petite alerte, une petite cloche. Perte d'appétit. Restriction inadaptée de l'alimentation. Évitement vis-à-vis de l'entraîneur ou autre personnel de la structure, ou même vis-à-vis d'autres sportifs. Comme je vous disais tout à l'heure, un athlète qui arrive d'un autre groupe ou d'une autre structure et puis qui est mis à l'écart au début, il est tout joyeux, puis du jour au lendemain,
Vous voyez que ces résultats, bah, ils tirent complètement à côté, ou il vient de moins en moins, ou voilà, bah, vous échangez avec lui, vous discutez. Isolement au sein du groupe, dans la structure ou l'équipe sportive. Discours suicidaire. Bon, ça, on en parle suffisamment avec ce qui se passe malheureusement à l'éducation nationale. Bah, c'est du harcèlement hein, à l'éducation nationale, voilà. Harcèlement, des petites attaques répétées. Alors, c'est difficile de prouver parce que chacun a mis, si on peut dire ça comme ça, mais a pris part, a mis sa part dans l'édifice, hein, la construction. Donc, dit ah ben non, mais moi j'ai dit que ça. Ben oui, mais ça en fait partie. Et comportement excessif parce qu'il y a des gens qui vont se renfermer, se refermer sur eux, mais d'autres, c'est tout l'inverse. Surinvestissement, ils vont vous dire ah, est-ce que je peux m'entraîner si c'est un jeune, ah, est-ce que je peux m'entraîner avec les seniors, est-ce que je peux venir 3 fois au lieu de 2 fois, voilà, détends-toi, on va voir. Ouais. Peut-être qu'il est super motivé, mais bon, voilà, ça peut être une cause. Boulimie, parler de changement alimentaire, hein. Surhabillement du sportif, parce que la personne se sent salie, donc elle veut plus montrer son corps. La boulimie, c'est un peu ça aussi, elle veut changer son corps pour plus être désirable. Comportement inadéquat. Mieux prévenir. Comment prévenir de tels agissements dans votre structure? S'assurer que le numéro 119 enfants en danger soit bien visible dans toutes les structures, c'est obligatoire. Si vous avez un collègue du département qui vient contrôler, il va dire t'es pas là. Renforcer la sensibilisation de votre personnel et usagers, bon, c'est en participant à des choses comme ça, en les incitant à voir des visios ou des choses. Il y avait l'affichage, c'est Signal Sport. Hein. Oui, j'en parlerai après. Comment accompagner les victimes en les orientant où il faut. Alors, quand ça a caractère sexuel pour des enfants, enfants sans danger, 119, cyberviolence, que la cyberviolence, c'est un fléau. Le bizutage, il y a un comité spécifique et la cellule Signal Sport du ministère à laquelle je viens faire un petit focus. Alors, ça a été créé en 2020 suite à Sarah Bidbol. Le ministère s'est emparé de la problématique suite à la libération de la parole. Comment gérer et s'occuper de ça? En créant une cellule dédiée à ça, parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes et de gens qui en parlaient. Donc, une cellule qui a fait que augmenter au niveau de son personnel, heureusement et malheureusement au niveau aussi des signalements. Voilà, la 6e convention a eu lieu au 30 juin dernier. Depuis janvier, ont été enregistrés 327 signalements. Là, et ça fait 40% en plus par rapport à 2024. C'est énorme. On ne trouve pas toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des problèmes de relationnel au sein d'une association. Et quand on est dirigeant d'une association, il faut prendre ses responsabilités, il faut savoir gérer des problèmes en amont pour éviter ce genre de signalement. Mais après, dans le doute, il faut toujours signaler plutôt que de se dire, 5 ans après, apprendre que cette personne a fait des victimes. Et de se dire, on me l'a dit et j'ai rien dit. Contrôle d'honorabilité qui a été créé pour éviter, parce que avant, il y avait des gens, donc des personnes portaient plainte pour du harcèlement, pour des violences, et les gens étaient jugés, mais ils changeaient de département, ou avant qu'ils soient jugés, ils changeaient de département, et bing, ils sortaient des radars. Contrôle d'honorabilité a été mis en place pour ça. Au départ, il a été testé sur les CTS, les conseillers techniques sportifs. Après, une fois que ça a été mis en place, ça a été fait en partenariat avec le ministère de la Justice. Et une fois que ça a été validé, après, tous les bénévoles sont rentrés là-dedans. Donc, quand vous remplissez la licence, voilà, vous passez dans la moulinette. J'allais y venir, mais il y a une faille là-dedans, je pense qu'il va être un petit peu revu, c'est que les bénévoles qui ont leur licence, après, il y a des gens qui ont les parents, les choses comme ça. Après, c'est le dirigeant qui va lui signaler, qui va envoyer les bénévoles qu'il a. D'accord? Mais c'est lui qui fait le filtre, un peu le président. C'est Alors, automatique via la plateforme. tous les licenciés passent automatiquement à la moulinette. C'est tant mieux. C'est que ça s'est pas allumé en rouge. Donc c'est bien. Mais tous les licenciés, non, mais tous les licenciés, quand on Ils ont signe, des fonctions. ont des fonctions, mais même tous les licenciés passent à la moulinette.
et ça passe à la moulinette et s'il y a ça passe au FIGES et s'il y a eu des antécédents, il y a une petite alerte qui est envoyée à la fédération qui fait redescendre. J'ai dit, moi, j'arrive comme ça d'un département, j'arrive d'une autre région, n'importe quoi, personne ne me connaît, personne ne suit, on me confie des jeunes, j'ai fait des conneries, j'ai été condamné. Quel est le suivi? C'est la faille qu'il va y avoir, c'est que le bénévole qui est là, et c'est le danger, c'est le bénévole qui n'est pas licencié, c'est la faille qu'il peut y avoir s'il n'est pas déclaré. Voilà. Et ben ça rejoint ce que vous disiez. Une fois, si la personne elle a été condamnée, alors il faut simplement la personne, si elle est bénévole et qu'elle n'est pas licenciée, c'est au club, elle passe sous les radars. Il faut que le président de club déclare cette personne. Mais si le président de club ne le fait pas, c'est la faille dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la seule faille qu'il y a dans ce système-là, qui pour moi est déjà une avancée énorme. Mais on ne peut pas comment trouver toutes les failles au départ. Les prédateurs sont très forts, mais c'est déjà énorme. Et je pense qu'on va arriver à ce que tout bénévole, quel qu'il soit, tac, soit déclaré et passe à la moulinette du FIGES. Mais c'est le but. Voilà. Je complète. Un licencié, on parle bien de licencié, qui a des fonctions d'être dirigeant élu ou d'être encadrant à titre bénévole ou rémunéré, est obligatoirement identifié dans le système de gestion fédéral et il doit, tous les ans, il y a une requête automatique qui est faite entre le fichier des licenciés et l'administration pour vérifier le bulletin numéro 2 et le FIGES. Et donc, une personne qui va avoir des condamnations, pas toutes les condamnations, hein, les condamnations qui sont listées dans le code du sport, quelqu'un qui a fait une fraude aux impôts, il peut quand même, on s'en fiche. Donc, une personne qui a une condamnation qui le rend incompatible avec la fonction qu'il a, il est frappé d'incapacité et cette incapacité le suit, qu'il soit dans le département du Rhône, dans le département du Morbihan. C'est obligatoire. Il y a une vérification d'honorabilité tous les ans. Alors, maintenant, il y a des soucis par rapport à des personnes qui vont compléter dans la base de données, qui vont compléter incorrectement leur nom, possiblement, leur prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. Et vous connaissez les problèmes avec les codifications INSEE. Il y a des fois, il faut mettre un accent circonflexe sur telle ville et d'autres fois pas. Donc, il peut y avoir en fait des requêtes qui ne vont rien donner parce que justement, il y a une orthographe, en tout cas des données qui sont incomplètes ou erronées. Donc là, oui, il est possible que ce soit ça. Et maintenant, faut pas se voiler la face. Les personnes qui sont qui ont des appétences pour être des prédateurs, ils connaissent très bien les failles, ils savent très bien les exploiter. Donc, ils savent très bien passer sous les radars. Ils vont mettre leur deuxième prénom à la place du premier prénom, ils vont pas mettre tout leur prénom, ils vont mettre une commune avec une faute d'orthographe, quoi que ce soit. Effectivement, s'il n'y a pas de vérification, il y a une requête qui ne peut rien donner. Mais voilà. Mais sur le principe, je pense que pour moi, franchement, il y a déjà eu une avancée qui est énorme. Et c'est en avançant et on se rend compte après qu'il y a des failles, et il faut arriver à les rectifier. La fédération quantifie, hein. Elle a le chiffre des requêtes qui n'aboutissent pas. Après, il faudrait poursuivre et traquer les personnes. Alors, quelques chiffres. Le contrôle d'honorabilité, 3,8 millions de vérifications depuis 2021. D'accord? Et 855 mesures d'incapacité. Donc, des gens qui ont été écartés, eux, ils sont fichés, c'est bon, ils ne peuvent plus encadrer, plus rien faire. Alors, l'État, lui, il a mis en place des moyens, 56 postes d'inspecteurs sur le territoire pour gérer que ces problématiques-là par rapport à la cellule Signal Sport, et ça redescend. Donc, ça monte à la cellule Signal Sport. Vous êtes, vous, dans votre association, vous, voilà, par exemple, vous, par rapport au harcèlement de la personne, vous la signalez à la cellule Signal Sport, elle passe à la moulinette. Bon, la moulinette, il n'y a rien qui se fait, mais elle traite quand même le dossier. Elle envoie à la fédération, qui envoie
euh, qui va gérer avec la Ligue pour savoir s'il y a moyen de travailler. Et nous, en service départemental, les SDEJ. Et là, il y a un inspecteur, ces fameux inspecteurs, qui vont diligenter une enquête et qui vont auditionner tout le monde. Et s'il s'avère qu'il y a un risque, boum, il y a une mesure temporaire d'incapacité d'enseigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Contrôle d'honorabilité, et ça n'a rien donné. La cellule va renvoyer au SDEJ. C'est les collègues en département, service jeunesse et sport en département. Il y a un inspecteur qui va se saisir du dossier, qui va l'éplucher et qui va demander aux personnes de venir. Il va les auditionner. Voilà. Et puis après, ben, il va se donner une idée. Mais c'est que administratif, là. C'est vraiment le côté administratif. Pour savoir si il y a une suspension temporaire, provisoire, c'est pareil, Raphaël, ou définitive. Voilà. Ou d'urgence, si on estime que, oulala, là, c'est dangereux, la Fédé descend à la Ligue et la Ligue descend à. Je vais juste compléter mes propos. Il y a certaines condamnations qui, au bout d'un certain temps, sont effacées du bulletin numéro 2 ou du FIGES. Donc, il est possible que la personne dont vous parlez ait commis une infraction il y a longtemps et que ça a été effacé, en sachant que les viols et les agressions sexuelles ne sont jamais effacés. Jamais effacés du FIGES, et il y a eu on va dire un miroir avec le bulletin numéro 2. Mais certaines condamnations sont, au bout d'un certain temps, automatiquement effacées. Alors, pourquoi briser le silence? Donc, inciter, hein. Ben, si vous êtes victime, pour ne plus en souffrir et être dépendante, pour être aidé et vous protéger, pour retrouver sa dignité, parce que cela n'arrive pas aux autres et que ça peut recommencer, mais il ne faut pas que ça recommence, parce que ces agissements sont inacceptables et punis par la loi, parce que c'est un droit de se défendre lorsqu'on subit cet acte. Ben, c'est de votre droit, hein. L'article 43 et 40 du citoyen, il y en a un, c'est pour le fonctionnaire, l'autre, c'est pour citoyen lambda. On est obligé de signaler une mise en danger d'autrui. D'accord? Vous passez en voiture, vous avez un barbecue, vous êtes en retard, il y a un accident devant. Vous faites semblant de ne pas voir l'accident, vous continuez, sauf que la bagnole prend feu, il y a une voiture qui s'arrête derrière, il n'a pas le temps. Vous seriez arrêté, vous l'auriez sauvé. Vous êtes accusé de non-assistance à personne en danger. C'est normal. Je dis le barbecue, mais bon, ça peut être autre chose, hein. Si vous êtes témoin, parce que j'ai entendu dire qu'au tir, en été, vous faites des petits barbecues, mais pour la fin d'année. Ça arrive. Ça arrive, c'est normal. Toute association. Eh oui, il faut C'est la savoir convivialité, exact. Voilà. Si vous êtes témoin, parce que c'est un devoir de signaler, code pénal, lorsque vous avez la conviction de la survenance des faits. Article 43 pour tout citoyen et 40 pour tout agent de l'État avant tout. Nous ne sommes pas formés pour juger et conseiller ces actes. Important. C'est ça que vous avez eu raison de m'en parler, etc. Tac, je vais vous diriger. Moins la personne racontera à d'autres personnes, meilleur sera son témoignage. Autrement, elle va raconter, elle va changer et voilà. Et elle peut tomber sur quelqu'un qui va pas lui dire les mots qu'il faut et elle va se fermer comme une coquille, on ne peut plus rien en tirer. Ça serait dramatique. Mieux réagir, porter à la connaissance de la DSDEN toute situation laissant penser que des violences sexuelles ont été commises dans sa fédé ou sa structure. Cellule signal sport. Les enquêtes administratives sont obligatoires en cas d'accident grave et sont aussi diligentées lorsque des situations sexuelles sont identifiées. Accueillir la parole, c'est ce que je vous disais. Tu as bien fait de venir m'en parler. Cela pourrait être qualifié de « tu n'es pas responsable, c'est interdit par la loi, nous allons beaucoup d'empathie, mais voilà, nous allons trouver de l'aide, on peut le signaler, etc. » De l'empathie est envoyée vers les personnes compétentes. D'accord? Il y a des gens qui sont très forts là-dedans, qui ont été formés pour. On n'est pas formé pour ça. C'est vraiment particulier. Procédure fédérale. Marie va tout vous raconter maintenant et c'est le déclenchement de la prise de parole de Marie. Donc moi, je vais faire un focus sur les actions de la fédération et comment elle accompagne tous les acteurs de la fédération pour prévenir toutes les formes de violence, pas forcément que les violences sexuelles.
c'est aussi des violences sexistes. On va pas se voiler la face. On a dans nos quasiment 300 000 licenciés, on a des personnes qui ont été biberonnées et élevées à faire des blagues un peu sexistes. Et c'est peut-être ce qui va être le plus fréquent dans les clubs. C'est plutôt les blagues sexistes que vraiment les agressions sexuelles. Je minimise pas les agressions sexuelles, bien évidemment. Donc, la Fédération française de tir s'engage vraiment fermement et sans concession dans la prévention de toutes les formes de violence dans le sport, et en particulier au sein des clubs de la fédération. Cette démarche formelle, elle répond à une double obligation. C'est à la fois légale, mais aussi éthique, et elle concerne tout le monde, que ce soit les clubs, les dirigeants de clubs aussi qui peuvent être victimes, ainsi que tous les licenciés et les pratiquants, même s'ils sont pas licenciés, ils sont juste occasionnels. Une personne qui va venir faire une initiation qui est pas licenciée, à un moment donné, on peut pas tolérer toute forme de violence. Le rôle des dirigeants de club, c'est-à-dire a priori les personnes qui sont là réunies autour et de l'écran et dans cette salle, ça va être de garantir la sécurité à travers un environnement sûr et respectueux pour tous les licenciés, quel que soit leur âge, leur genre, leur niveau de pratique, potentiellement leur handicap aussi. Le rôle des dirigeants, c'est d'être le premier contact, c'est-à-dire que vous allez être les premières portes d'entrée en cas de suspicion ou de signalement de comportement inapproprié. Vous allez pouvoir accueillir cette parole-là. Peut-être que c'est vers vous que vos pratiquants vont se diriger. Et le troisième rôle, c'est d'appliquer, je vois pas parce que j'ai la tête de Fabien juste en face, d'appliquer les procédures, c'est-à-dire votre rôle, c'est de connaître le plus parfaitement possible, en tout cas de connaître les ressources vers lesquelles vous allez pouvoir vous diriger pour appliquer les procédures fédérales sans délai, parce qu'il peut y avoir des agissements qui se répètent, et en respectant le plus scrupuleusement possible le protocole établi par la fédération. On va voir avec différentes présentations la détection et le signalement, quelles sont les différentes étapes. La première, c'est d'identifier, c'est-à-dire détecter les signes de violence. Raphaël en a parlé, une personne qui va se mettre un peu en retrait d'un groupe. Il a dit, c'est par rapport au vestiaire. Par exemple, les carabiniers, ils se changent des fois sur les pas de tir. Une carabinière ou un carabinier qui va rechigner à se changer, qui va s'isoler pour se changer, peut-être qu'il y a des stigmates, des traces sur son corps qu'il ou elle ne veut plus rendre visibles. Et donc ça doit interroger. Donc, détecter les signes de violence, les comportements à risque. Voilà, il faut être vigilant collectivement et individuellement et agir de manière éclairée. La deuxième étape, ça va être de recueillir quelqu'un qui va venir vous voir spontanément. Bah, c'est peut-être d'appliquer ce que Raphaël a dit à la fin de sa présentation. C'est pas toujours évident de recueillir la parole. Recueillir la parole, ça se fait avec des questions qui sont ouvertes. On ne fait pas de questions fermées. On essaye de placer la personne que l'on suspecte d'être victime en situation de confiance, avec discrétion, bienveillance et sans jugement. La troisième étape, forcément, c'est de transmettre, s'il y a besoin, de signaler et d'appliquer aux différentes personnes ressources internes à la fédération et aux autorités compétentes éventuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe en interne de la fédération? Au départ, il y a un signalement que l'on va pouvoir faire, et je le détaillerai après, à travers la plateforme Eden. C'est difficile de passer à côté, parce que c'est quand même en rouge et on le voit, c'est assez visible. Il va y avoir une analyse qui va être faite en interne, qu'on va voir aussi par la suite. Et ensuite, il peut y avoir une coordination et une saisine des commissions, en sachant que à la fédération, il y a 2 commissions qui peuvent agir. La première, c'est la commission d'éthique et déontologie. Si on a un petit doute et on ne sait pas si ça relève du disciplinaire ou pas, on va demander à la commission d'éthique, qui est totalement indépendante, de traiter la situation. Et la commission d'éthique, elle peut choisir soit de rien faire, si elle estime que ça ne relève pas s'il y a rien, on va dire.
Et elle peut aussi renvoyer la situation devant la commission de discipline, où il y a une première instance et ensuite une commission d'appel. Et parfois, il ne se passe rien. Voilà, parce que on va dire n'importe quoi. Un sportif qui n'est pas sélectionné dans l'équipe du championnat de France des clubs, il va faire un signal sport en disant moi je suis pas content parce que je suis pas sélectionné. Bah pour autant, ça relève pas forcément, s'il y a que ça relève pas forcément d'une procédure de harcèlement. Mais malheureusement, la cellule signal sport est abreuvée de situations comme ça où les sportifs ne sont pas satisfaits parce que leur entraîneur ne les a pas sélectionnés. Voilà. Et donc il faut faire le tri et agir avec discernement. Donc ça, c'est les grandes étapes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à la fédération de tir? Donc là, c'est quand on est connecté sur la plateforme Eden. Donc on a la signal, voilà, le système de harcèlement. Il faut cliquer dessus. Ça renvoie à une plateforme où on peut soit faire une nouvelle déclaration, soit suivre une alerte qu'on a déjà mise en ligne. Ça entraîne automatiquement un accusé de réception avec un numéro d'ordre d'enregistrement par rapport à la personne qui a fait le signalement. Ce qui suit, attends, c'est bon. De manière interne, il y a des personnes ressources en interne qui donc vont, on va dire, préinstruire le dossier et il y a donc une élue référente sur les violences sexuelles et sexistes. Il y a un cadre, maintenant, avant c'était là, maintenant c'est le. C'est un cadre référent, un cadre technique d'État qui donc lui co-traite avec l'élu référente. Éventuellement, ils peuvent contacter l'auteur du message, l'accompagner avec toute la procédure, voilà, avec un entretien téléphonique, des fois pas d'entretien téléphonique. Les deux personnes, l'élu et le cadre technique, peuvent décider, s'il n'y a pas eu de signalement fait par la cellule Signasport, de faire ce signalement à Signasport. Donc la fédération peut porter à la connaissance de Signasport les agissements qui sont dénoncés par la personne qui se plaint, enfin qui le plaignant ou la plaignante. Ils peuvent aussi, s'ils estiment que c'est suffisamment grave, faire un signalement sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est ce dont a parlé Raphaël, puisque le cadre d'État est un cadre, c'est un cadre d'État, un fonctionnaire. Donc, dans le cadre de sa fonction, on lui porte connaissance de signalements d'agissements qui sont interdits. Donc, il a obligation de faire un signalement au parquet pour donc dénoncer les faits. Donc là, il y a plusieurs procédures qui commencent à se mettre en place de manière parallèle. Le signalement article 40, c'est une procédure qui va être judiciaire. Il va y avoir une procédure judiciaire qui va s'engager. Le signal sport va être traité par la cellule nationale signal sport et peut redescendre au niveau du service départemental jeunesse, engagement et sport. Et là, ça va être une procédure administrative. Et la fédération, elle va continuer d'instruire sa procédure fédérale pour voir si oui ou non elle doit saisir la commission de discipline ou la commission d'éthique. Bien évidemment, il y a une confidentialité et un respect des personnes lorsqu'elles manifestent, enfin lorsqu'elles expriment une situation. Il y a une protection des données avec une garantie absolue de la protection des données personnelles et le respect strict de l'anonymat de toutes les parties impliquées. Il y a maintenant une plateforme fédérale qui accueille les documents que le plaignant va déposer de lui-même. Et cette plateforme, elle est ultra sécurisée. Il n'y a que le référent, le cadre technique fait référent, la référente fédérale élue, ainsi que quelques personnes qui vont avoir accès à ces informations-là. Il peut y avoir un accompagnement psychologique puisque c'est obligatoire par le biais du code du sport par rapport à la victime. Et bien sûr, la fédération instaure un climat de confiance qui est indispensable pour libérer la parole de toutes les parties. L'accompagnement de la fédération vis-à-vis des acteurs, que ce soit les licenciés ou les clubs, alors la fédération, elle a une obligation, c'est-à-dire qu'elle doit régulièrement informer tous ses partenaires et tout son réseau
sur ce que sont les violences sexuelles et sexistes. Donc c'est ce qu'on fait là, ça va être la possibilité de mettre en ligne ces capsules vidéo. Elle met aussi à disposition des ressources disponibles à travers son site internet avec des guides détaillés. Elle renvoie vers des ressources externes, notamment le site du ministère chargé des Sports. Voilà, elle prévoit des webinaires, donc elle accompagne les acteurs à être plus engagés dans la lutte contre toutes les formes de violence. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter au sein d'un club? Il y a l'affichage obligatoire qui, depuis le mois de novembre, je crois que c'est le 16 novembre ou on va dire mi-novembre. L'affichage est obligatoire dans tous les établissements qui pratiquent le tir et tous les établissements sportifs, d'avoir cette affiche-là ou une autre qui est déclinée au masculin, avec les numéros d'aide et d'urgence et les procédures de signalement dans tous les espaces du club. Voilà, ça c'est obligatoire. Un format A3 obligatoirement. Donc il faut avoir un espace conséquent d'affichage. C'est un affichage obligatoire au même titre que l'attestation du contrat d'assurance, les cartes professionnelles ou les choses comme ça. Et ça doit être l'affichage obligatoire. Il faut qu'il soit vraiment distinct de l'affichage, on va dire tout venant, les petites annonces, les résultats du club. Il y a un affichage obligatoire. Il y a ça, l'attestation d'assurance et un certain nombre de choses, les cartes professionnelles et les diplômes des personnes. Mais je pense qu'elle est sur le site internet de la fédération en téléchargement. Sinon, sur le site du ministère, on va trouver ça. Mais je le mettrai dans les liens utiles alors. Dans les liens utiles à la fin, je le rajouterai. Donc, la première démarche, c'est de maintenir l'affichage visible. Le deuxième, c'est un conseil, c'est que au sein de chaque club, d'identifier un référent interne qui va être spécifiquement dédié pour recueillir, prévenir, une personne qui va être identifiée, une personne qui va être un petit peu sensible et sensibilisée. Bien évidemment, on va pas choisir celui qui a des casseroles aux fesses, quoi. Voilà, on choisit quelqu'un qui est bienveillant, qui a envie d'accompagner. Et ensuite, le troisième conseil, c'est d'avoir la technique de la politique zéro tolérance. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui tient des propos sexistes, si vous entendez quelqu'un qui tient des propos sexistes, je veux dire, c'est pas ici. Je vous rappelle que au sein de chaque club, vous avez la possibilité aussi de faire des procédures interdisciplinaires. Vous avez normalement dans tous vos statuts, normalement c'est dans les statuts et règlements intérieurs, vous avez tous la possibilité de faire des commissions disciplinaires pour sanctionner les personnes qui auraient des agissements qui sont non conformes. Je vous l'ai dit en propos liminaire, on est dans des pyramides des âges de population, de personnes qui, on a été éduqués comme ça. On a grandi avec ça. C'était le schéma avec, au départ, avec des fois sous une forme d'humour. Maintenant, on peut plus tenir cette forme d'humour. Donc, c'est une politique zéro tolérance. Ce qu'on tolérait même il y a 5 ou 10 ans, on ne peut plus le tolérer maintenant. Mais déjà, rien que de lui dire attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais, c'est déjà un point de vigilance. Et agir tout de suite, ne pas laisser s'installer des mauvaises pratiques et des mauvaises habitudes. Donc, les personnes du SDGS, avant de frapper une personne d'incapacité en préventif pour 6 mois, ils vont quand même instruire les demandes, ils vont étudier les pièces qu'on porte à leur connaissance et ils vont voir s'il y a nécessité d'agir ou nécessité d'attendre. Mais il y a quand même un principe de présomption d'innocence. Par rapport à ce que tu disais, Sylvie, quelqu'un qui est dans le déni, peut-être déjà juste de lui dire on pense, enfin, on ne dit pas que tu es coupable. Par contre, ici, on ne tolérera rien. Donc, on te prévient. On ne dit pas que tu es coupable. On ne dit pas que c'est l'autre personne qui a raison. Mais voilà, la situation aujourd'hui, c'est de faire ça. Et c'est peut-être aussi par le biais d'une information avec 2 ou 3 personnes, tu vois, faire une sensibilisation où il va être présent, sans stigmatiser. C'est de rappeler à un collectif de dire, il y a zéro tolérance ici. Mais par contre, on ne laisse pas s'installer des mauvaises habitudes. Oui. Ce qui est important dans la gestion locale, c'est ce que tu disais, c'est que par rapport aux remontées qui se font,
c'est qu'il faut quand même bien analyser les choses et quitte à couper les gens, pour que ce soit bien clarifié, parce que la tendance actuellement par les préfets, c'est ils voient quelque chose, 6 mois d'incapacité. Et là, sur les CDJSVA, c'est le parapluie, c'est même pas un parapluie, c'est un parasol. Et là, dans les CDJSVA, ben, il y a eu 3 éducateurs, hein, entre juin et novembre, j'en ai fait 2. Sur les 2, on a auditionné 7 dossiers. Sur les 7 dossiers, il y en a 3 qui étaient en incapacité de 6 mois et qui ont été obligés d'arrêter. Et en fait, c'était rien, c'était que des problématiques internes. Outil de personne. Donc, voilà, d'où l'intérêt d'expliquer, comme vous dites, hein, de dire aux gens, ben, vous risquez ça, 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 c'est très bien dit. Quand on dit à une personne, elle risque ça en pénal, ça calme. Et puis voilà, puis voir si ça va plus loin ou pas. Mais bien filtrer en amont. Il y a quelque chose qui est insupportable à tout niveau, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après, de se dire qu'il y a une personne qui va être condamnée soit, enfin, à différents niveaux, et de dire bah on savait. Non, on peut pas dire qu'on savait. C'est pas possible. On peut pas dire qu'on savait. Voilà, c'est inentendable pour les victimes. C'est inentendable pour l'entourage et ça jette du discrédit sur tout le monde, en fait. Donc, on a une responsabilité individuelle et collective de faire en sorte que les pratiques au sein des clubs soient des pratiques qui se fassent dans de bonnes conditions, dans le respect mutuel de tous et de tous, des pratiquants vis-à-vis des dirigeants vis-à-vis des pratiquants, des dirigeants entre eux. Il faut faire bien attention quand on adresse des communications entre nous, c'est de rester sur une zone à une certaine distance. Voilà, parce que la petite formule ou la petite blague sexiste qu'on va faire sur un SMS ou un mail, elle va rester. Et 1 an ou 2 ans après, la personne, la victime peut complètement dévisser en se disant, moi je suis victime, moi je suis victime, moi je suis victime. Mais déjà, s'il y a une blague sexuelle ou sexiste qui est faite dès le début, petit 1, la victime doit dire, non, moi ça ne me convient pas, la façon que tu as de t'exprimer vis-à-vis de moi ne me convient pas, je recadre. Et de ne pas laisser s'installer des choses. Et à chacun, individuellement, de bien respecter cette distance que l'on doit maintenir les uns vis-à-vis des autres. Il faut qu'on soit dans un climat serein de pratique. Pour la commission de discipline, on va appeler ça comme ça, interne à chaque club, faut que ce soit dans les statuts. Il faut que la commission, alors théoriquement, la commission de discipline, elle doit être prévue dans les statuts, puisque c'est une des conditions nécessaires mais non suffisantes pour l'affiliation à la FFTIR. Maintenant, un club qui est affilié depuis très très longtemps et qui n'a jamais remis au goût du jour ses statuts. On a ça dans nos règlements intérieurs qu'on a fait. Alors, que ce soit statut ou règlement intérieur, je dirais qu'il faut que ce soit marqué. En fait, les statuts doivent prévoir des procédures disciplinaires qui peuvent être prévues dans dans le règlement intérieur, avec le respect des garanties des garanties des droits de la défense. C'est ça que le code du sport impose. Mais ça doit forcément être prévu soit dans les statuts, soit dans le règlement intérieur. Si ça ne l'est pas, le service licence est parfaitement à même de vous accompagner pour modifier vos statuts ou votre règlement intérieur dans les règles de l'art pour que ce soit conforme, que ça protège tout le monde. C'est aussi une protection pour tout le monde. Pour vous, dirigeants, pour pas vous surexposer par rapport à des conséquences auxquelles vous pourriez être amené à accueillir et à recevoir, et aussi pour les pratiquants. C'est pas pour enquiquiner les gens, c'est juste pour que on puisse pratiquer sereinement dans un climat correct. Par rapport à ça, si les statuts ou le règlement intérieur sont refusés alors que ce sont des dispositions qui sont obligatoires dans le cadre de l'affiliation, l'enjeu c'est de dire vous ne voulez pas, l'affiliation peut nous être retirée. Qui dit plus d'affiliation dit plus de licence, plus de détention d'armes. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? C'est clairement c'est clairement la balance, quoi. C'est la balance. Ce que tu peux dire, c'est que c'est aussi c'est pour prémunir, protéger les dirigeants, pour protéger tout le monde, et que c'est pas, c'est facile. Mais, ouais.
Mais c'est pour les protéger et protéger à la fois les dirigeants et les pratiquants. Voilà. L'activité qu'on fait, ça doit rester du plaisir. Oui, c'est ça. Si c'est plus du plaisir, il faut vraiment se poser des questions et trouver des leviers pour agir. Mais ça doit rester du plaisir. Si c'est trop de contraintes, c'est qu'il y a quelque chose qui est falsifié, enfin qui est. Oui. À mettre les choses en place, c'est pas Enfin, on fait que du sport. Hein. Il faut que ça reste du plaisir. La dernière diapo, mais je compléterai, hein, c'est les ressources disponibles. Donc, il y a le site internet fédéral. Quand vous cliquerez, c'est des liens cliquables qui vous permettent d'accéder directement sur la bonne page. Vous avez la procédure fédérale de signalement. Vous avez le plan fédéral de prévention de lutte contre les violences. Je vous ai remis Signal Sport, les associations spécialisées auxquelles vous pouvez faire appel. Si vous êtes sur des ligues ou des comités départementaux, peut-être faire des actions de sensibilisation, en sachant que proposer ce type d'action, c'est aussi, et je vais parler sous contrôle de Fabien, c'est aussi éligible au PSF, oui. Donc en fait, vous pouvez monter des projets dans le cadre du PSF pour agir contre les violences et agir en faveur d'une pratique sereine et détendue, non contraignante. Donc vous pouvez monter un plan, qu'il soit régional, départemental ou même au sein de votre club. Si vous estimez qu'il y a un vrai sujet, vous pouvez déposer un dossier PSF pour être aidé financièrement à mener à bien ce projet-là. Effectivement, le ministère des Sports, dans son dispositif, l'un des piliers, c'est l'éthique et la citoyenneté, et toute action qui va être en faveur d'une prévention, d'une sensibilisation, d'une lutte contre de l'harcèlement ou tout type de violence est subventionnable à hauteur de 50% du montant de l'action globale. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour le PSF. On a des instructeurs qui sont aussi formés dans la construction de ces actions et qui vous accompagneront pour construire au mieux et pouvoir financer ces projets, et que l'investissement financier d'une telle action et d'une telle thématique d'intérêt général ne soit pas un frein, mais plutôt qu'on puisse vous accompagner. Donc, le ministère, comme nous à la Fédération française, on est de tir, on est disponible sur cette question, donc faut pas hésiter à nous solliciter pour le PSF qui commencera probablement à la mi-mars, donc on est pile dans les clous pour en profiter. Idéalement, il faudrait vous voyez tous nos moniteurs et les bénévoles. Mais ouais, mais voilà, on est vraiment sur cette dynamique-là, c'est-à-dire que on est dans le bon calendrier, on est dans la bonne réflexion, et n'hésitez pas à mutualiser, c'est-à-dire que s'il y a au sein au sein d'une ligue un département qui veut, la ligue veut pas, un département veut, bah, c'est de se rapprocher des départements limitrophes en disant est-ce qu'on fait ensemble? Vous ferez une formation avec Oui. élargie. Donc je me suis dit tiens, c'est une bonne occasion pour tant pour les formateurs que pour les dirigeants. J'attends encore les réponses. Le cross, des gens à qui je l'ai proposé. Pardon. Ah. J'attends encore les réponses. S'ils ne se sentent pas concernés, c'est problématique. Pour leur faire comprendre sur la base du volontariat, mais c'est aussi à travers ces différents contenus qu'on propose ici, l'intervention de Raphaël et de Marie pour attiser les consciences et montrer aussi que c'est une vraie thématique prioritaire pour la fédération et que ça nous touche, nous, au développement, mais aussi les clubs pour leur fonctionnement, que ce soit au niveau local pour un club, au département ou aux ligues, et qu'au final, il n'y a pas forcément de préjugés de telle ou telle structure qui est plus ou moins touchée. Non. C'est l'affaire de tous et c'est dans cette optique-là qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je vous donne quelques exemples. Colosse au pied d'argile, il vous donne des outils, même ce qui se faisait, je vous disais, il y a 5 ans, on n'agit plus de la même manière. Je vous donne un exemple, un groupe WhatsApp que vous allez, qu'un éducateur, un entraîneur va monter avec des mineurs. Des mineurs, on va dire 14-15 ans, tu vois, enfin cadets, quoi. Eh bien, en dessous de 16 ans, il faut qu'il y ait les parents doivent aussi faire partie du groupe WhatsApp. Est-ce qu'on le sait? Oui, parce que la majorité Internet, c'est 16 ans. Et on ne peut pas, avec des mineurs de moins de 16 ans, on ne peut pas avoir des échanges avec un seul mineur entre un éducateur adulte. Voilà, c'est pas possible. Il faut forcément que les parents soient associés aux échanges. Je vous donne un autre exemple en matière de covoiturage. Jean va accompagner des gens et puis d'autres personnes. Voilà, il y a un déplacement école de tir. Les parents ne sont pas là. Donc Jean, il prend une personne, il n'y a plus qu'un jeune
qui va monter dans sa voiture. Le jeune, il a 12 ans. Jean lui dit, bah, monte à l'avant, c'est quand même plus sympa. Non, non. Le mineur, il doit être à l'arrière. Il va pas à l'avant s'il est tout seul dans le véhicule. Et tout ça, c'est des petites choses. C'est des détails, mais on joue sur les détails. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça va protéger le mineur, bien évidemment. Ça protège aussi Jean, qui va être le conducteur et qui peut être accusé. Et si à un moment donné, il dit non, moi, le mineur, il était à l'arrière et il y a Maurice qui peut témoigner que le mineur, il était à l'arrière, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Mais ça, c'est des systèmes de protection et c'est les associations spécialisées vont vous accompagner avec des actions de formation à avoir des bonnes pratiques vis-à-vis de tous. On arrive au bout de l'intervention. Oui. Peut-être il y a peut-être une dernière question en ligne ou sur place. Si c'est pas le cas, on va remercier Marie et Raphaël de leur intervention. J'imagine que pour toute précision, ils peuvent te contacter, Marie. Tu feras un plaisir d'être accompagné sur cette question. Et peut-être que Raphaël, tu as des homologues en région aussi, j'imagine. Oui, j'ai des collègues dans proposent, toutes les régions. Ouais. Après, ça va dépendre des appétences suivant les thématiques. Alors, Voilà. honnêtement, si en région, il y a des clubs qui souhaitent avoir un contact au niveau de leur DRAGES, qui s'adressent à moi et je renverrai, voilà, je réussirai à identifier les collègues au sein de chaque DRAGES pour justement les mettre en rapport.